mesures mises en place par l'État, donc principalement par les ministères du Travail et de l'Économie pour venir en soutien aux entreprises dans cette période compliquée. Donc, il y a plusieurs types de mesures qui ont été mises en place. Donc, je vais reprendre les plus généralistes. Il y a quelques particularités sectorielles qui sont parfois mises en place, mais je vais rester généraliste pour l'intervention aujourd'hui. Donc, la principale mesure, c'est la possibilité de recourir à l'activité partielle, également appelée chômage partiel. C'est la principale mesure de soutien qui a été mise en place pour cette période. Je reviendrai également ensuite sur d'autres mesures davantage en soutien de trésorerie, comme sur les reports de charges et l'incitation qui a été faite aux fournisseurs d'eau, de gaz, d'électricité de reporter les échéances. Sur les autres sujets, donc le fonds de solidarité et les prêts garantis par l'État, je pense que la région et BPI reviendront largement dessus, donc je balayerai assez vite. Et je viendrai à la fin sur les autres mesures qui ont été également mises en place. Pour l'activité partielle, donc pour rappeler le dispositif, elle est mobilisable dans les situations où les entreprises connaissent une baisse d'activité liée à l'épidémie de coronavirus. Donc, ça peut être une fermeture administrative de votre établissement. Par exemple, si vous êtes visé dans les arrêtés de fermeture, vous êtes automatiquement éligible à l'activité partielle. Ou si vous êtes contraint de baisser votre activité parce que vous perdez des commandes, vous avez des ruptures d'approvisionnement, ou vous n'êtes pas en mesure de mettre en place les gestes barrières. Donc, tous les salariés de droit privé sont éligibles et la demande se fait sur une plateforme en ligne. Alors, on a bien connaissance des difficultés qu'ont connues les entreprises ces derniers jours pour créer leur dossier en ligne ou pour avoir accès à leurs identifiants ou pour d'autres étapes du dépôt des demandes. Donc, ça a été relayé directement auprès de la ministre. Le support technique qui est géré par l'ASP a mis les bouchées doubles la semaine dernière pour réparer les bugs qui avaient été détectés. Donc, en début de semaine, la situation s'améliorait déjà et l'ensemble des bugs doit être traité prochainement. Il faut dire que le volume de sollicitations a été très, très élevé. Le site au national est passé de 800 connexions par jour à plus de 250 000. Donc, ils ont dû tout redimensionner et ça a pris un petit peu de temps. Donc, voilà, si vous avez eu des difficultés sur votre dossier, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les bugs ont bien été identifiés. La situation, elle est en cours d'amélioration. Et de toute façon, vous avez 30 jours pour déposer votre dossier d'activité partielle à compter de la mise en place du chômage partiel dans votre entreprise. Donc, il y a ces différentes mesures qui ont été mises en place voilà, pour pallier à ces difficultés techniques. Et je peux vous dire que les dossiers arrivent bien dans les unités départementales de la Directe. On était en fin de semaine dernière à 17 000 dossiers validés d'activité partielle. Il y en avait encore 6 000 en cours de traitement, sachant qu'ils ont dû être traités depuis parce que les dossiers sont validés en 48 heures. Et à fin de semaine dernière, on n'avait pas de dossier refusé en Normandie. Tous les dossiers avaient été validés ou pour certains, il y avait des demandes de complément, mais aucun dossier n'avait été refusé en soi. Et au niveau national, il y en a très, très peu. Donc, voilà, les consignes pour l'activité partielle ont été passées auprès des unités départementales. Les dossiers affluent en volume très important. On est bien conscient des difficultés techniques qu'ont pu avoir certaines entreprises ces derniers jours. Elles sont en cours de résolution et la situation devrait s'améliorer pour les prochains jours. Donc, en termes ensuite de règles sur l'activité partielle, vous êtes sûrement au courant de ces détails-là. L'indemnité a changé, a été modifiée, a été améliorée pour cette crise-là, avec une indemnité qui n'est plus forfaitaire, mais qui est proportionnelle
au salaire du salarié mis en chômage partiel, avec une limite de 4 SMIC et demi et une limite basse à 8,03 € pour les salariés qui sont au SMIC. Donc, pour rappeler les cas d'éligibilité, s'il y a encore des doutes là-dessus, alors normalement, le sujet est un peu plus clair depuis le début du mois d'avril, mais fin mars, il y avait encore pas mal de questions sur l'éligibilité à l'activité partielle. C'est assez automatique, on va dire. Si vous êtes obligé de fermer par rapport au confinement qui a été mis en place, et donc les arrêtés qui obligent certaines entreprises à fermer, vous serez éligible à l'activité partielle. Ensuite, si ce n'est pas le cas, si vous êtes confronté à une réduction ou suspension d'activité, vous serez éligible également à l'activité partielle. Et enfin, si le problème est lié à la mise en place des gestes barrières, si vous n'êtes pas en mesure de mettre en place les gestes barrières pour vos salariés, vous serez également éligible à l'activité partielle. Donc les cas balayent assez large, on va dire. Alors, avec la présentation, je ne vois pas les questions sur le chat, ce qui est dommage. Mais bon, tant pis, je continue, on prendra les questions après. Ensuite, sur les autres sujets, donc plus en mesure de soutien aux trésoreries, les reports d'échéances sociales et fiscales. Donc, à la fois côté URSSAF pour le social et côté DGFiP pour le fiscal. Donc là, je commence par le volet social. Donc, il y a le report des charges, la possibilité d'un report des charges qui a été mise en place. Il y a des petites subtilités en fonction de votre statut, si vous êtes employeur ou indépendant. Pour les employeurs, il y a une demande à faire auprès de l'URSSAF. Donc, vous voyez les différentes coordonnées sur la page. Pour les indépendants, l'échéance est automatiquement reportée. Donc, pour les indépendants, c'est automatique. Pour les employeurs, ce n'est pas automatique. Il faut en faire la demande. Donc, l'idée, voilà, c'est un report des échéances sans pénalité. Et dans les cas les plus difficiles, il y aura possibilité d'une annulation des échéances qui sera examinée au cas par cas. Mais donc, dans ce cas-là, réservé vraiment aux cas les plus compliqués, là où la vie de l'entreprise est en jeu. Donc ça, c'est pour le volet social. Pour le volet fiscal, c'est à peu près similaire. Donc, les entreprises font une demande de report d'échéance auprès de leur service des impôts. Pour les indépendants, ils ont la possibilité de le faire directement en ligne. Ensuite a été également mis en place le remboursement accéléré des crédits d'impôt. Donc, les crédits d'impôt qui sont restituables en 2020 peuvent être demandés en avance. Les crédits de TVA également. Donc, ces demandes-là se font également auprès du service des impôts sur le site impôts.gouv. Et donc, ce que je disais précédemment, en cas de difficulté, donc à la fois pour les échéances fiscales et sociales, possibilité de remise d'impôts qui sera étudiée au cas par cas dans le cadre de la commission des chefs de services financiers. Ensuite, donc, après le report des charges sociales et fiscales, sur les autres charges, les entreprises, donc pour les petites entreprises, donc celles qui sont éligibles au fonds de solidarité, donc celles qui ont dû fermer en mars ou qui ont une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50%, donc, et qui donc avec une limite de taille sur les entreprises, donc moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires de moins de 1 million d'euros. Donc, pour ces entreprises-là, ainsi que pour celles qui sont en procédure collective, ont été donc interdites la suspension des contrats de fourniture d'utilité et l'application de pénalités en cas de défaut de paiement des loyers.
Pour les autres entreprises, le gouvernement a sensibilisé les fournisseurs d'eau, de gaz et d'électricité pour avoir une certaine souplesse dans le traitement des demandes de report d'échéance. Donc, dans ce cas-là, les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs pour demander un report à l'amiable de leurs charges. Donc, ce n'est pas dans la main de l'État complètement. Là, ce sont des fournisseurs privés, mais que le gouvernement a sensibilisé à ce sujet et pour lesquels on a demandé une certaine souplesse sur le sujet. Pour les loyers, c'est la même idée. Les entreprises sont invitées à contacter leurs bailleurs pour faire des demandes de report à l'amiable de leur loyer. Pour les bailleurs publics, il y a déjà certains se sont déjà engagés à le faire sans pénalité. Et pour les bailleurs privés, c'est la même idée que pour les fournisseurs d'eau, de gaz et d'électricité. Des demandes gracieuses de report pour lesquelles une certaine souplesse a été demandée pour ces acteurs-là. Donc voilà, en termes de soutien de trésorerie, d'abord des reports de charges. Donc pour tout ce qui dépend de l'État, un process bien précis qui a été mis en place. Pour ce qui ne dépend pas de l'État, mais de fournisseurs privés, une sensibilisation des acteurs aux difficultés rencontrées par les entreprises. Ensuite, toujours dans l'aspect soutien de trésorerie, il y a la mise en place du fonds de solidarité par l'État en associant les conseils régionaux et des grandes entreprises qui ont alimenté ce fonds au niveau national. Donc, l'idée, c'est de soutenir les petites entreprises qui ont eu une perte importante de chiffre d'affaires au mois de mars, en prenant comme référence le mois de mars 2019. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails techniques des critères d'éligibilité au fonds. L'idée, voilà, c'est d'avoir en quelque sorte un revenu minimal pour les indépendants et les plus petites entreprises. Le fonds se divise en deux volets. Un premier, 2 500 € qui se fait par voie dématérialisée sur le site des impôts, qui est actif depuis le milieu de semaine dernière. Donc, les demandes sont déjà traitées. Le premier volet est déjà ouvert. Et un deuxième volet auprès du conseil régional de 2 000 € pour des entreprises qui sont plus en difficulté et qui ont besoin d'une aide complémentaire pour passer la crise. Ça, je laisserai l'ADN présenter ce sujet-là. Toujours sur les sujets de trésorerie, j'accélère parce qu'il va bientôt être déjà 10h20. Donc, il y a les prêts garantis par l'État et je laisserai BPI revenir sur ce sujet. Donc, une entreprise qui a des difficultés de trésorerie, elle aura la possibilité d'avoir un prêt auprès de sa banque garanti par l'État. Donc, sur ce point-là, en complément des infos que donnera BPI, je reviens juste sur un sujet, sur le rôle des banques sur ces prêts. En cas de difficulté auprès des banques, et on a déjà plusieurs cas qui nous sont remontés, il ne faut pas hésiter à nous les transmettre. Nous, on revoit ensuite la Fédération française des banques et la Banque de France pour faire en sorte que les banques soient le plus souples possible dans le traitement de ces demandes-là. Il y a des mesures qui sont mises en place pour que le risque soit minimal pour elles, avec ces garanties-là. Donc, l'idée, c'est qu'en contrepartie, elles jouent le jeu. Donc, on est particulièrement vigilant à ce qu'elles le fassent. Et s'il y a des difficultés, il ne faut pas hésiter à nous le faire remonter pour qu'on puisse en parler directement aux banques. Ensuite, sur d'autres sujets un peu complémentaires, sur les fournitures de masques et de gel, vous avez différentes initiatives qui se mettent en place. Donc, pour résumer un peu la situation, il y a une plateforme nationale qui a été mise en place pour relier l'offre et la demande, donc principalement pour les masques et le gel hydroalcoolique. Cette plateforme, donc, elle s'appelle Stop Covid-19. Elle a déjà un peu plus de 60 vendeurs,
il y a déjà plus de 1600 clients potentiels et les premières commandes ont été passées la semaine dernière. Donc, il y a déjà plus d'1 million de masques FFP qui ont été commandés via cette plateforme. Donc, c'est le lieu un peu de référence sur la ressource disponible en masques et en gel. Et c'est le lieu à privilégier pour des commandes avec des volumes importants. Donc là, le message, il s'adresse peut-être plus aux représentants des filières eux-mêmes qu'aux entreprises individuelles directement. L'idée, c'est que ça soit des commandes importantes qui soient passées via cette plateforme. Donc, c'est souvent des achats groupés, des commandes de filières pour leurs entreprises. Et donc, c'est un endroit où, justement, les différents fournisseurs sont listés et peuvent être contactés pour des commandes. Mais pour une commande individuelle, la plateforme ne sera pas forcément le meilleur moyen. C'est vraiment un privilégié pour des volumes importants. Je vous ai également mis le lien pour les différentes informations sur les masques alternatifs. Donc, depuis la semaine dernière, il y a de nouvelles catégories de masques qui ont été créées en complément des masques FFP. L'idée, c'est de réserver les masques FFP en priorité pour les soignants. Et il y a 2 nouvelles catégories de masques qui ont été créées et qui sont homologuées par la DGA, donc, qui s'appellent catégorie 1 et catégorie 2. C'est des masques généralement en tissu, lavables. C'est ceux qu'on a pu voir produits par certaines entreprises en France et notamment en Normandie. Donc, ces masques-là, maintenant, ont un cadre d'utilisation. Il y a des préconisations de la NSM. Il y a une homologation de la DGA pour assurer leur performance de filtration. Et donc, les différents fournisseurs de ces masques-là sont recensés sur le site qui est sur la slide, ainsi que les préconisations de la NSM et les différentes façons de les contacter. Même pour des entreprises, par exemple, qui voudraient se lancer dans la production de masques, il y a également les informations sur cette page-là. Juste dernier sujet pour finir sur le thème protection des salariés. Vous avez sur le ministère du Travail des fiches sectorielles qui ont été mises en ligne sur des préconisations de mesures barrières à mettre en place en fonction de votre activité. Alors, il n'y a pas encore tous les secteurs, il y a une dizaine de fiches pour le moment. Il y a notamment une fiche, un guide sur le BTP qui a été sorti fin de semaine dernière, où vous retrouvez donc les différentes préconisations sectorielles. Si vous n'y retrouvez pas votre secteur, vous avez tout de même une fiche généraliste qui reprend les différentes mesures que doivent mettre en place les employeurs. Donc, le document d'évaluation des risques, les préconisations en cas de suspicion de contamination, les recommandations de lavage des locaux. Vous avez ces fiches-là qui sont à disposition sur le ministère du Travail. Et donc, pour conclure, en termes d'accompagnement, donc vous avez des systèmes de médiation qui sont mis en place. Donc, en cas de difficulté avec les banques, c'est la médiation du crédit que vous pouvez solliciter, donc à la Banque de France. C'est pour ça que quand on parlait de tout à l'heure, quand on parlait des difficultés avec les banques, nous, on va solliciter la Banque de France qui gère cette médiation du crédit. En cas de problème avec un client ou un fournisseur, donc dans le cas d'un différend commercial, vous pouvez également saisir le médiateur des entreprises à la directe. Et enfin, pour toute question de manière générale sur ce que je viens de présenter, on a mis en place un guichet commun avec les chambres consulaires, avec les 3 chambres consulaires, donc la chambre de commerce, la chambre de métiers et la chambre d'agriculture. Ce sont eux qui répondent en direct aux questions des entreprises. Il y a une équipe de la directe qui travaille avec eux pour répondre aux questions les plus compliquées ou les plus techniques, notamment sur l'activité partielle et sur les autres sujets en lien avec le ministère du Travail et de l'économie. Donc, le contact de référence, ce sont vraiment pour nous les chambres de commerce et on travaille vraiment au quotidien avec eux pour répondre aux questions pour lesquelles les conseillers consulaires n'auraient pas la réponse. Donc voilà pour faire
un panorama des mesures qui sont mises en place par l'État pour accompagner les entreprises. Je vais arrêter ici le partage de la diapo. Et puis, je répondrai tout à l'heure à vos questions s'il y en a. Très bien, merci beaucoup Jean-Baptiste. Donc, on a récupéré 3 questions. Donc, vous êtes libre d'en poser d'autres, hein. Donc, on verra toutes ces questions à la fin des 3 présentations pour suivre le timing qu'on a prévu. Et à la fin, on laissera la parole à nos intervenants pour répondre à nos questions. Encore merci beaucoup Jean-Baptiste, c'était clair. Je laisse la parole à Alexandre Val, qui est le directeur général de l'ADN, l'AD Normandie, pour la région Normandie, qui va prendre la parole. Alexandre, c'est à toi. Très bien. Bon, merci de me donner la parole. Merci Jean-Baptiste. Quelques éléments concernant les mesures complémentaires que la région Normandie peut apporter, et aussi la manière dont on s'organise avec les autres organismes en charge de soutenir les entreprises dans cette période-là, c'est-à-dire l'État, préfecture directe et BPI. Alors nous concernant, je ne vais pas revenir sur les différents éléments dont a parlé Jean-Baptiste, ces éléments qui portent sur le chômage partiel et autres mesures en matière fiscale ou sociale. En ce qui nous concerne, nous, au-delà de ce numéro unique mis en place par les services de l'État, dont font partie les consulaires pour orienter et informer, on a aussi un numéro, mais qui s'appuie plus sur la possibilité d'accompagner financièrement les entreprises dans cette période. Ce numéro tombe directement sur les chargés d'affaires de l'ADN, c'est les 02 35 52 22 00. Donc 02 35 52 22 00. Alors, en ce qui nous concerne, quels sont les outils mis à disposition des entreprises durant cette période? Première chose, pour l'ensemble des entreprises qui ont bénéficié depuis plusieurs années de prêts de type impulsion, eh bien, un moratoire a été mis en place, c'est-à-dire que de façon automatique, pendant 6 mois, aucun remboursement ne sera demandé aux entreprises qui ont bénéficié de ces prêts impulsion. Donc c'est une suspension de ces remboursements d'aide accordée. Concernant les besoins en matière de trésorerie, on a mis en place un produit bancaire qui s'appelle le Covid-19 Trésorerie. Covid-19 Trésorerie qui est un prêt à 0% sans garantie, c'est une mobilisation d'aide en trésorerie avec un différé de remboursement d'1 an. Par ailleurs, il y a d'autres produits en matière de trésorerie qui ont été mis en place. Une espèce de prêt de TPE flash dont la demande se fait sur Internet, qui est opéré en lien avec BPI. Je laisserai Félix parler des produits BPI. En tout cas, ce prêt est un prêt TPE qui permet d'obtenir des prêts très rapidement. Concernant la garantie, Jean-Baptiste vient de parler de cette garantie de 300 milliards qui a été mise à disposition des banques. L'hypothèse de base, c'est de faire en sorte que le circuit financier soit le plus fluide possible et on s'appuie sur la bonne volonté des banques. C'est à ça que sert ce fonds de garantie de 300 milliards. Effectivement, nous aussi, on a des retours parfois d'entreprises qui disent que les banques ont parfois quelques difficultés à octroyer des prêts, y compris d'ailleurs sur la base de cette garantie. Nous, ce qu'on demande, c'est que si vous nous faites remonter des cas tels que ceux-là, il faut nous les documenter. Au-delà du fait, on m'a dit qu'une entreprise n'avait pas eu son prêt accordé, donc ça c'est une chose. L'autre élément aussi, pour ne pas oublier les entreprises ou les indépendants qui ont subi des fermetures administratives. Jean-Baptiste a parlé de ce Fonds national de solidarité. Fonds national de solidarité qui est abondé à hauteur de 250 millions sur le milliard dont il est constitué. Effectivement, une première vague quasi automatique avec 1 500 € sur demande est versée ensuite par la DGFiP. Et une deuxième vague pour les entreprises véritablement en difficulté avec 2 000 € supplémentaires sur la base d'une demande effectuée auprès d'un portail de la région Normandie et instruction en région aussi.
Alors, ce Fonds national de solidarité s'appuie effectivement sur des critères qui sont des critères en matière d'emploi, de nombre de salariés, moins de 10 salariés, des critères aussi en matière de fermeture administrative ou pas, et donc aussi en matière de baisse d'activité de 50% sur le mois de mars et sur le mois d'avril si le dispositif est reconduit, mais il sera certainement reconduit. La région Normandie va lancer un fonds qui s'appellera Impulsion Résistance, et qui sera dans les mêmes modalités, destiné à apporter en subvention quelques milliers d'euros pour les entreprises qui auraient été oubliées par ce Fonds national de solidarité, sachant que les critères de ce Fonds national de solidarité sont des critères qui sont nationaux. On va créer, nous, un fonds qui sera abondé aussi par les EPCI, régions et EPCI, c'est-à-dire les grandes agglomérations ou les plus petites aussi, pour pouvoir prendre en compte l'ensemble des oubliés de ce Fonds national de solidarité. Par ailleurs, concernant toujours ces soutiens financiers, il y a les garanties dont je vous ai parlé, et ces garanties aussi peuvent s'appuyer sur un autre organisme qui s'appelle la CIAGI, qui est abondé par la région Normandie. C'est un fonds de garantie principalement destiné aux commerçants et aux artisans et aux indépendants. Donc ça, c'est un point aussi important. Il y a, là on parle de prêts ou de subventions ou de garanties. Simplement, on va être aussi dans une situation où, au-delà du manque de trésorerie, on va se retrouver avec des difficultés souvent de fonds propres à la sortie de cette crise. Je vous rappelle que nous avons un fonds d'investissement, mais là plus pour du développement, et peut-être que des investissements seront nécessaires en sortie de crise. Donc Normandie Participation, qui prend des participations haut de bilan sur les entreprises voulant se développer. Et très prochainement, à l'automne, sera constitué un fonds de retournement normand, en s'appuyant sur Normandie Participation. Et ce fonds de retournement sera probablement un des outils importants de la région Normandie en matière de haut de bilan. Au-delà de ces aspects financiers, en matière d'organisation, eh bien, une chose importante concernant la région Normandie et tous ces prestataires ou fournisseurs, nous avons décidé, la région Normandie, le président Morin a décidé que la notion de service fait serait un peu aménagée et que par conséquent, les factures des fournisseurs ou prestataires de la région Normandie seraient payées, y compris lorsque la notion de service fait au sens propre du terme ne serait pas complète, ce qui permettra d'injecter un peu aussi de trésorerie dans les entreprises qui n'ont pas pu complètement terminer les services ou les prestations qui devaient être effectuées sur commande publique. Un autre élément concernant les masques, chaque semaine nous avons une conf call avec l'ensemble des filières et des syndicats professionnels. On voit bien que la dimension masque est importante, surtout dans l'optique d'un retour à la normale. Jean-Baptiste vient de parler de cette plateforme Stop Covid-19. Néanmoins, au niveau régional, nous avons beaucoup de remontées sur des demandes d'achat groupé pour les salariés des entreprises. On a une certaine expertise pour le moment, puisque nous avons acheté un certain nombre de masques, et nous allons probablement regarder quelles sont les modalités d'achat groupé de masques pour les salariés des entreprises, essayer de voir comment on peut former, du point de vue normand, eh bien, quelque chose d'un peu conséquent pour commander ces masques. La difficulté concernant ces masques, dont on sait qu'ils sont essentiels à la fois psychologiquement mais sanitairement aussi pour rassurer l'ensemble des salariés. La difficulté, c'est que pour l'instant, il y a encore de la réquisition, notamment de la part de l'État. La région Normandie a commandé 2 millions de masques pour les personnels soignants et on a pu en récupérer 150 000 puisqu'ils ont été interceptés, c'est tout à fait normal, par France Santé de façon à les rediriger sur le personnel soignant. Mais très bientôt, je pense que ces réquisitions vont être stoppées et on va pouvoir donc en acheter et les distribuer. Donc on est en train d'étudier les modalités, et notamment avec les filières, et j'en parlerai demain lors de notre conf call avec les représentants des filières, voir comment est-ce qu'on peut former un achat groupé normand sur ces masques, quelle que soit d'ailleurs la certification de ces masques, Jean-Baptiste vient d'en parler, il y a 2 certifications nouvelles qui sont destinées là pour le coup aux salariés. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les différentes dispositions en matière financière, trésorerie, subventions, pour tout type de public,
PME inférieure à 10, PME supérieure à 10, artisans, commerçants et indépendants. Voilà, Vincent. Merci Alexandre. Donc, pour assurer tout le monde, il y a eu quelques questions, hein. Donc, on a bien pris note des questions. Et à la fin des présentations, on répondra à ces questions-là. Et puis également, je vais en répondre à une des questions. On va récupérer les diverses présentations et on les mettra sur notre site, ainsi que le replay de ce webinaire que vous pourrez regarder à plusieurs reprises ou plus calmement pour prendre plus de détails. Voilà, je vais donner la parole à Félix et Quentin de la BPI, qui vont nous présenter les dispositifs financiers pour aider les entreprises. Félix, Bonjour Quentin, c'est à vous. C'est à nous, j'espère que vous nous entendez tous. Je lance la diapo, est-ce que cela se partage? Très bien. Hop, je le mets en mode présentation, c'est toujours bon pour vous? Petite présentation, donc je suis Félix Aran, délégué innovation et responsable crédit à la direction régionale BPI France de Caen, donc qui couvre les départements du 14, du 50 et du 61. Et Quentin, si tu as le micro, je te laisse te présenter. Tout à fait, donc Quentin Guyard, donc pareil, donc délégué innovation garantie, par contre sur le périmètre de Rouen, voilà, pour la Seine-Maritime et l'Eure. Avant de faire cette présentation, parce qu'on avait vu certaines questions qui ont été posées par avance, on souhaitait vous dire que nous étions totalement opérationnels à BPI France depuis le premier jour. À votre écoute, on a réussi à mettre en place, d'ailleurs sous quelques jours, alors pour certains ça peut être long, mais c'est vraiment un exploit technique comment dire, sur de nombreux points de vue, la garantie d'État que l'on va évoquer juste après. Nous sommes à votre disposition en complément des dispositifs de la région et de l'État. Cette présentation, elle va se concentrer principalement sur les outils de financement ou de garantie. Donc on ne couvre pas les autres sujets qui ont déjà d'ailleurs été évoqués par la région et l'État. Ce ne sont pas nos missions. Je tenais simplement, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, à faire cette petite précision. Donc un sommaire en deux points. Je sais qu'il y a une grosse attente sur la garantie d'État que l'on vous présentera. En deuxième partie, les financements, les solutions de financement BPI France, notamment parce que la présentation a évolué sur le financement de l'innovation et des prêts sans garantie. Avant cela, peut-être un petit point de réglementation qui est commun à toute intervention en garantie, qu'elle soit de l'État de BPI France ou en financement, sur les fonds propres de BPI France, on y reviendra. C'est la définition de l'entreprise en difficulté au sens européen. Cela existe d'ailleurs depuis plusieurs dizaines d'années en France et en Europe. Et cela limite les interventions des États et des sociétés filiales de l'État, dont BPI France, dans la mise en place de certains dispositifs. Ce calcul, on l'a mis ici en exemple. L'idée principale, c'est que nous allons comptabiliser la moitié du capital social et les primes d'émission, donc ici 100 plus 400, 500 000, 250, et nous allons y imputer les pertes ou les bénéfices accumulés. Donc ça s'explique surtout quand une entreprise a eu des pertes accumulées. On peut penser aux sociétés innovantes par exemple, mais il peut y en avoir d'autres. Ici l'exemple 300 000, 300 000 étant supérieur à 250. L'entreprise a beau avoir des fonds propres positifs, le calcul c'est 200, on voit que les pertes accumulées sont supérieures à la moitié des fonds propres. Donc l'entreprise est en difficulté et dans l'immédiat, nous ne pouvons pas intervenir, la garantie d'État ne peut pas s'appliquer. Alors, ce n'est pas une fin en soi, parce qu'il y a énormément de solutions. Quand je mets quelles sont les solutions, nous contacter d'abord les banques, parce que ce sont elles, dans le cadre de la garantie d'État, qui vont être votre partenaire. Nous avons mis juste en dessous des solutions principales, d'ailleurs, qui sont réalisées. C'est par un petit retraitement comptable, ça se fait même en télétravail, hein, les comptables peuvent le faire de chez eux, avec leurs outils. C'est d'imputer les pertes, donc tout ce qui est déficitaire, le report à nouveau,
dans ce qui est bénéficiaire, les primes d'émission. On ne fait pas le détail de la simulation de ce qu'il faudrait exactement, mais voilà, l'idée c'est d'éponger entre guillemets les pertes pour être éligible au dispositif, notamment de la garantie d'État. On se devait de faire un petit récap là-dessus parce que ce ne sont pas des conditions souvent très connues de nos partenaires bancaires et néanmoins ils sont nécessaires pour pouvoir bénéficier de la garantie d'État. Encore une fois, en cas d'interrogation, contactez votre banque, c'est auprès d'elle que vous pourrez trouver des solutions. Alors, la garantie d'État, qu'est-ce que c'est? On va vous mettre, je passe juste après, on va reprendre l'infographie qui a été présentée par Jean-Baptiste Guesquin sur le mode opératoire. On revient simplement sur les modalités. Vous aurez toute la communication disponible sur Internet. On n'a pas souhaité la reprendre parce que c'est écrit tout petit et cela ne correspond pas à une présentation collective. On rappelle simplement que Bpifrance est opérateur. Donc nous avons développé pour le compte de l'État une plateforme d'attestation de garantie, les fameux 300 milliards évoqués par le président. Et le process, on y revient juste après, c'est donc bien les entreprises qui d'abord prennent contact avec leur banque, identifient leurs besoins, obtiennent un préaccord de financement, puis ensuite vont sur le site. C'est important, je sais que dans les questions qui ont été posées en amont de cette présentation, il y avait, ce qui peut être compréhensible, une crainte sur est-ce que ces fonds ne risquent pas d'être épuisés? Est-ce que je ne ferais pas mieux de demander l'attestation avant l'accord banque? La réalité, c'est que, alors non, les fonds ne risquent pas d'être épuisés. Aujourd'hui, quelques chiffres, on en est à une dizaine de milliards de crédits accordés. Tous n'ont pas été décaissés. Donc en exercice de 2 semaines sur le gros de la crise, on peut considérer que cela va s'échelonner, peut-être se réduire en termes de nombre de demandes au cours du mois de juin. Donc on estime une consommation en réalité d'un tiers du fonds. Donc il n'y a pas, je le répète pour être très clair, il n'y a pas de risque de pénurie dans les modèles que l'on a pu évoquer. Donc prenez bien le temps d'étudier, quand vous en avez la possibilité, prenez ce temps d'étudier votre demande avec la banque, sollicitez-la. Je reviens un petit peu sur la présentation. Donc le deuxième point, cette garantie d'État, ça doit être en termes de relais de financement, en plus des solutions qui ont déjà été évoquées par l'État et la région, une réponse complémentaire et notamment pour les besoins de quelques dizaines de milliers d'euros. On y reviendra. Bpifrance intervient sur des montants plus conséquents en tant que partenaire, en tant que cofinanceur. Les EBE négatifs et les plus petites structures. Donc c'est du domaine des banques. Les banques ont toujours souhaité occuper cette place. Bpifrance n'a jamais développé d'outils pour les accompagner. C'est donc pour nous la garantie d'État, la réponse numéro 1, dans tous les cas, que ce soit des petites ou des grosses sociétés. Vous parlez des 10 milliards, cela représente 60 000 entreprises en France à aujourd'hui, sur toute distinction de taille. Les sociétés qui sont exclues, parce qu'on a beaucoup de questions sur qu'est-ce qui est réellement exclu. Il y a 3 types de sociétés. Les sociétés SCI, sociétés civiles immobilières, les sociétés d'intermédiation financière, alors je ne l'ai pas précisé parce que en réalité ce sont les banques ou sociétés de crédit, et les sociétés en RJ, LJ, sauvegarde. Si vous avez des questions liées à cette éligibilité, contactez la banque et peut-être en parallèle, contactez la foire aux questions qui a été publiée sur le ministère en ligne, qui est mise à jour. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mise dans notre présentation parce qu'elle serait caduque d'une journée à l'autre en fonction des compléments réalisés par le ministère. Cela vient étendre la définition des entreprises éligibles et non éligibles. J'ajoute à cela les sociétés en difficulté, ce que nous avions évoqué juste avant. La solution en bref, ce qui avait déjà été évoqué par Jean-Baptiste, c'est une garantie. J'ai lu quelque part dans certaines questions la notion de chèque en blanc. En fait, ce chèque en blanc, pour l'instant, il doit être fait d'ailleurs par les banques.
qui sont couvertes à 90% par l'État. Donc il n'y a pas de sûreté qui est prélevée auprès de vous. Les banques, dans cette situation, n'ont pas vraiment de visibilité sur votre capacité de remboursement. Je ne vois même pas le sujet parce qu'on est dans une mission aujourd'hui de réponse massive à un besoin qui est collectif et qui doit être garanti par l'État. Donc aujourd'hui à 90%, cette quotité toutefois diminue pour les plus grosses entreprises. Je ne pense pas qu'il y en ait aujourd'hui au call, donc on n'a pas cité le détail. Un coût qui varie en fonction de la taille de l'entreprise. 0,25%, c'est quand même l'essentiel du flux que nous traitons. Parmi les questions, nous avons comment cela fonctionne. Cela fonctionne en deux phases. Une première phase à 0,25% sur les 12 premiers mois de crédit. 0,25% du montant qui est prêté, cela est prélevé directement auprès de la banque et la banque rééchelonne ensuite le coût en fonction de son mode opératoire propre. À l'issue des 12 mois, un point doit être fait avec la banque pour soit rééchelonner sur 5 ans, jusqu'à 5 ans, le crédit qui a été octroyé. Ce rééchelonnement pourrait être à nouveau garanti, à nouveau par l'État et à nouveau à 90%, toujours dans les 300 milliards d'euros, et encore une fois, il y a vraiment peu de risque de rupture étant donné la taille du fonds. Personnellement, j'ai du mal à m'imaginer, alors que je fais partie du métier, ce que peut représenter 300 milliards, mais ça c'est une parenthèse. Comment identifier son besoin? Alors avec la banque, encore une fois, on le rappelle, dans les textes, vous pouvez être garanti et emprunter jusqu'à 25% du chiffre d'affaires, et dans certains cas, qui sont d'ailleurs bien détaillés sur la plateforme, jusqu'à 2 fois la masse salariale. Alors dans certains cas, on avait des questions sur à propos d'entreprises qui avaient une date de création un peu trop récente et qui ne pouvaient pas faire de simulation d'emprunt à hauteur de leurs besoins réels parce que créés depuis, en tout cas après le 1er janvier 2019. Tout cela doit être vu avec la banque qui a l'ensemble du panel de prêts octroyables et encore une fois, ce sont bien elles qui doivent pouvoir vous conseiller et évaluer le montant. Le process. Ouais, alors concernant le process donc, de demande donc, du prêt garanti par l'État, la première chose déjà, c'est de vous rapprocher de votre partenaire bancaire ou de vos banques si vous en avez plusieurs, afin de leur faire la demande directement de prêt. Donc comme l'a dit Félix, donc en effet ça peut aller jusqu'à un montant maximum de 25% donc, du chiffre d'affaires ou un critère de masse salariale pour les sociétés innovantes ou en création. Donc la banque ensuite donc, va réceptionner votre demande, va étudier en effet avec tous les critères d'éligibilité en fonction de la situation de la société, va étudier le dossier et va vous donner un préaccord. Avec ce préaccord-là, en fait, vous allez vous connecter sur le site attestation-pge.bpifrance.fr afin d'obtenir, donc d'insérer déjà donc tous les renseignements, faire votre déclaration et à la suite de ça, en fait, on va vous donner un identifiant unique qu'il faudra en fait recommuniquer à votre banque. Et donc avec cet identifiant unique, la banque en fait va saisir directement dans ses outils le prêt et pour pouvoir vous le mettre en place. Donc le process est quand même assez rapide. On avait des questions en termes de délai. Donc le délai au niveau des banques, donc après il reste, ça va dépendre malheureusement des différentes banques, de leur process, de comment elles sont en avance ou pas sur le programme, sachant qu'aujourd'hui, donc maintenant normalement toutes les banques devraient être opérationnelles. Voilà, donc ça c'est donc il y a en effet un timing inhérent à la banque pour la partie étude en amont avant le préaccord. À partir du moment où vous connectez par contre sur la plateforme attestation-pge, donc là l'attestation est immédiate. Donc comme ça là-dessus c'est plutôt rapide. Donc voilà un peu donc pour le process. Donc sur la slide suivante, donc on vous a remis le lien avec la foire à questions du ministère. Donc Félix vous a parlé tout à l'heure. Donc avec beaucoup de cas en fait sont identifiés, donc ce qui vous permettra de répondre à beaucoup de vos questions. On a quand même sorti 4 points importants. La première chose, donc la demande de l'attestation en fait devra se faire après l'accord de l'ensemble des banques. Si vous avez en effet plusieurs partenaires bancaires,
c'est très important en fait d'avoir le préaccord de tout le monde avant de faire votre demande sur l'attestation, sur la plateforme, parce que voilà, donc l'attestation sera unique. Il y a une demande d'attestation par sirène, pas de possibilité de faire un prêt pour plusieurs sociétés. Voilà. Comme Félix vous l'a dit aussi, donc voilà, le champ d'éligibilité donc est accessible directement aux banques auprès de leur direction. Donc voilà, faut pas hésiter à se rapprocher d'elles. Et en cas de refus, ce qui peut arriver, hein, ça reste à l'appréciation du partenaire bancaire. Bon, l'idée c'est soit de trouver une approche amiable, ou sinon en effet donc contacter les services de la médiation du crédit. Voilà. Donc cette médiation, elle a déjà été bien évoquée, on va pas revenir dessus, les liens vous ont été fournis. Pour la demande d'attestation par sirène, cette information est valable jusqu'au 1er mai, nous attendons encore les informations du ministère, tout cela est piloté par notre siège et puis avec la Fédération française des banques. Il se pourrait, mais je parle vraiment au conditionnel, qu'une deuxième demande soit possible à partir de mai. Néanmoins, c'est pas le message principal qu'il faut retenir. Aujourd'hui, le message principal, comme Quentin l'a dit, c'est qu'il faut vraiment faire la demande de l'ensemble des banques, surtout si vous avez un besoin conséquent, et ensuite de faire l'attestation. Là-dessus, de toute manière, les banques sont assez pédagogues. Et même donc s'il y a une deuxième demande, en fait, ça devra rester dans le plafond des 25% du chiffre d'affaires. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de séquencer, éventuellement de faire un premier prêt là sur le mois d'avril et un second au mois de mai pour pas charger trop forcément au début. Voilà, c'était plutôt ça l'idée. On en vient aux solutions de financement BPI France. Donc on a évoqué la garantie d'État, qui est une mission de service public que porte BPI France, d'être opérateur à travers la plateforme pour le compte du Trésor de cette fameuse garantie, les 300 milliards. C'est donc une mission de service public. BPI France Financement est une banque. Nous prêtons des fonds soit sur nos fonds propres, comme une banque classique, soit sur des budgets qui nous sont fournis. D'ailleurs, merci la région. On va parler du prêt rebond qui nous permet, avec leur partenariat, leur soutien, de trouver des solutions auprès des TPE. Il y a également des solutions de financement dédiées à l'innovation qui viennent d'enveloppes nationales de l'État sur notre activité d'ailleurs historique de financement de l'innovation. Quelques règles néanmoins pour expliquer cette activité. Ces règles, on a évoqué notamment la notion d'entreprise en difficulté. On est généralement adossé à un niveau de fonds propres. Pour valider cette règle, faites une demande, contactez-nous et nous validerons le montant que nous pouvons mettre en place. Néanmoins, sachez que nous sommes très souvent adossés à ce niveau de fonds propres. On recherche un financement bancaire. La position de BPI France, ça n'a jamais été, d'ailleurs si la plupart d'entre vous nous découvrent aujourd'hui, ça n'a jamais été d'être financeur unique d'une entreprise. Nous ne gérons pas les flux, nous ne sommes pas une banque de place, nous sommes une banque d'investissement. Et c'est pourquoi nous recherchons un financement bancaire en 1 pour 1, même si ces lignes-là, avec la période de crise et certains délais de réactivité peuvent s'estomper, on y reviendra. On répond avec ces financements à un besoin conjoncturel important. Les sociétés qui étaient structurellement déficitaires ou qui avaient des besoins d'investissement, ces produits-là, les produits que nous allons vous présenter, n'y répondent pas. On répond uniquement dans cette présentation à un besoin conjoncturel lié à la crise du Covid. L'entreprise en difficulté, je l'ai évoqué tout à l'heure, et notamment sur la gamme des prêts sans garantie, que nous prêtons d'ailleurs sur nos fonds propres ou sur fonds partenaires, nous avons une cible qui est assez sélective auprès de sociétés qui étaient historiquement bénéficiaires ou à l'équilibre. Encore une fois, cette volonté de répondre à un besoin conjoncturel et à une tension de trésorerie conjoncturelle. On le rappelle en fin de slide, déposer une demande, ça se fait sur 2 liens. Alors, avant l'apparition du pré-rebond, on orientait vers mon.bpifrance.fr. En fin de présentation, vous verrez que le site du pré-croissance TPE qu'évoquait Alexandre est aujourd'hui le lien le plus efficace pour déposer votre demande de financement auprès de BPI France. On vous donne le lien en fin de présentation.
c'est le site qui était historiquement utilisé pour le pré-croissance TPE, donc qui est un site dédié aux entreprises normandes, accompagné par ce partenariat Région Normandie et BPI France. Concernant le financement de l'innovation, c'était une question qui était assez souvent présente dans vos attentes à l'inscription de ce webinaire. Ces dispositifs, vous le voyez, ne sont pas tous opérationnels au moment où nous vous les présentons. C'est une question de jours et s'échelonnent en fonction du besoin. Un besoin de 0 à 100 000 euros. Le dispositif mis en place serait le PSI. Alors, qu'est-ce que le PSI? C'est un autre nom pour parler du PGE, prêt garanti de l'État. Nous nous adossons exactement à la garantie de l'État, tout comme ce que nous avons pu vous présenter précédemment. BPI France, en tant que banque française, peut utiliser ce mécanisme de garantie de l'État. Donc les montants attendus sont les mêmes que pour la garantie de l'État, soit un pourcentage du chiffre d'affaires si la création a été réalisée avant le 1er janvier 2019. Sinon, ce sera une estimation de la masse salariale, parfois jusqu'au double de la masse salariale. Ce PSI de 0 à 100 000 euros, c'est à destination des entreprises normandes, et bien sûr nationale, mais en Normandie accompagné par un fonds agréé AMF, Normandie Incubation. Il y a d'autres partenaires dans la liste. Pour l'instant, nous ne vous les communiquons pas parce que le dispositif n'est pas figé. Et cela s'adresse à toute entreprise. Alors, on a fait le résumé qui a été accompagné par BPI France ou par une aide à l'innovation liée au régime, un régime particulier qui s'appelle le régime d'aide à l'innovation. Les montants plus importants, de 50 000 à 1 million, peuvent être couverts par 3 dispositifs, peu importe leur nom finalement. Aujourd'hui, ces dispositifs sont opérationnels sur des montants, je vous le disais, à partir de 50 000 euros, adossés aux fonds propres, orientés pour les TPE, PME. Le montant finalement est à estimer en fonction de ces fonds propres. Il y a différents régimes qui ont été précisés, régime minimis, régime jeune pousse qui entre en jeu, mais le détail on ne vous le présentera pas, c'est je pense un petit peu trop compliqué. L'idée c'est que vous puissiez aller voir vos chargés d'affaires innovation BPI France ou que vous fassiez les demandes de contact à travers les adresses mail qui vous seront précisées en fin de présentation dans 2 ou 3 slides. L'idée de ces 2 dispositifs, de 0 à 100 et de 50 à 1 million, c'est que ce sont des prêts. Dans le premier cas, dans le cas du PGE, il y a un différé d'1 an et une possibilité d'amortir le prêt, tout comme le PGE, de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5 ans. Dans les 3 autres conventions, de 50 000 à 1 million, pour être assez généraliste, il y a 2 ans de différé jusqu'à 3 ans et entre 5 à 5 ans d'amortissement ensuite. Donc 2 à 3 ans de différé, 5 ans d'amortissement sont donc des durées un petit peu plus longues que celles du PGE, mais vous l'aurez compris, les montants pour le PIRDI, PAI sont sur des besoins un peu plus conséquents, des sociétés qui ont donc un niveau de fonds propres un peu plus important. Et enfin, le dernier dispositif sur lequel aujourd'hui on vous communique finalement peu d'informations parce que cela est plutôt lié au monde de l'investissement en cas de levée de fonds. Nous sommes en train d'élaborer, tout cela n'est pas encore définitif, un produit d'obligation convertible sur des tickets de 100 000 à 5 millions qui doivent faciliter les levées de fonds qui ont été stoppés ou qui sont un petit peu retardés de manière à pouvoir continuer de développer vos structures, de continuer à avoir une attractivité auprès des fonds d'investissement avec cet abondement BPI France. Cela dit, vous savez, vous avez également dans ces cas-là accès à tous les autres dispositifs de BPI France Innovation qui permettent d'abonder les levées de fonds. On ne vous les présente pas parce que ce n'est pas directement lié à la résolution de la crise du Covid. J'entends le bip, je vais peut-être accélérer, te laisser la main, Quentin, pour les solutions de prêt sans garantie.
Ouais, tout à fait. Donc sur les prêts sans garantie qui ont été mis en place donc dans le cadre du plan de soutien Covid-19, donc il y en a deux. C'est le prêt rebond, donc en partenariat en effet avec la région de Normandie, et le prêt à tout. Pour le prêt rebond, donc on est plutôt sur des besoins entre 10 et 50 000 euros, enfin en tout cas le montant du financement. Donc comme on vous a indiqué tout à l'heure, sur les deux produits, en fait, on en intervient toujours en cofinancement, donc auprès de partenaires bancaires. Donc on peut éventuellement s'appuyer sur le PGE ou d'autres financements qui auraient éventuellement été mis en place il y a quelques mois. Le prêt rebond s'adresse aux TPE, PME qui ont produit déjà au moins un bilan, hors entreprises individuelles, SCI, et entreprises liées à l'agriculture qui font un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 euros. Le prêt rebond, c'est un prêt qui est sur 7 ans, dont 2 ans de différé. Donc, vous voyez quand même une durée qui est assez longue, avec un différé qui est important, et avec des conditions tarifaires qui sont très intéressantes, voilà, avec un taux à 0% et des frais de dossier à 0,4%. Voilà. Pour des besoins qui seraient un peu plus élevés, donc on a le prêt à tout, donc le montant du prêt peut aller de 50 000 euros jusqu'à 15 millions. Donc c'est à peu près les mêmes cibles que pour le prêt rebond, et en fait on peut aussi financer des ETI en plus. Voilà. Donc lui, la durée peut aller de 3 à 5 ans, donc au choix de l'entreprise, avec un différé qui lui aussi peut aller de 6 à 12 mois. Donc toujours cette idée de différer pour laisser passer cette période un peu compliquée, voilà, qui est toujours intéressant. Concernant le taux, donc là on n'est pas à taux zéro, c'est en fonction d'un barème mensuel. Donc là pour le mois d'avril, pour les PME, on était à 2,50. Voilà. Pour les ETI dont la cotation allait jusqu'à 4, on était aussi à 2,50. Et pour les ETI dont la cotation était supérieure à 4, on est à 5%. Voilà. Par contre, en frais de dossier, donc on est à 0. Donc voilà, en gros, nos deux dispositifs en complément du prêt du PGE, voilà, pour vous accompagner aussi. Donc si vous avez des questions, après, n'hésitez pas, ça reste du cas par cas. Il faut qu'on puisse voir en effet toutes les caractéristiques de vos sociétés pour étudier la mise en place. Voilà. Et donc si vous avez une question, on vous a remis les adresses mail auxquelles il faut nous contacter. Donc pour quand, voilà, quand@bpifrance.fr, et pour la partie Rouen, donc c'est garantirouen@bpifrance.fr. Et donc comme nous a indiqué Félix tout à l'heure, donc le site principal pour faire vos demandes, donc c'est mon.bpifrance.fr, et pour faire vos demandes de prêt rebond directement, en fait, donc on a affecté donc le site du prêt croissance TPE Normandie. Voilà, donc vous retrouvez aussi l'adresse ici. Et j'ajoute simplement en cas d'interrogation que ces deux sites renvoient exactement dans la même base côté BPI France. Donc faites votre choix entre guillemets. Certains clients, certaines entreprises vont directement sur mon BPI France, d'autres vont sur Précroissance TPE, ce qui est très bien. Il n'y a pas de risque ou de vous perdre votre dossier, etc. C'est en ligne, cela retombe dans la même base, dans le même outil. Pourquoi je vous dis ça? Pour ne pas faire deux demandes, une sur chaque site, parce que de toute manière ça tombe au même endroit. N'hésitez pas, on reste à votre disposition, et je pense que c'est le moment des questions. Vincent? Oui, en effet, merci beaucoup Félix et Quentin. Donc on va reprendre les questions qui ont été posées au fil de ce webinaire. Donc je vais commencer par les premières. Donc tout d'abord, je vous remercie d'avoir pris en compte dans vos présentations les différentes questions qui ont été émises en amont lors des inscriptions. Donc première question, donc ça concerne la présentation faite par Jean-Baptiste. Le bailleur public doit-il émettre malgré tout les créances? Ça concernait les loyers et la suspension du paiement des loyers. Peut-il in fine abandonner la créance? Si oui, de quelle façon peut-il le faire? Et puis une deuxième question qui était en rebond, le bailleur n'est donc pas obligé de suspendre ou de reporter le loyer, c'est-à-dire que le bailleur donc a le choix de suspendre ou de reporter le loyer. Jean-Baptiste. Sur le bailleur public, l'idée, c'est de discuter avec l'entreprise d'un échéancier de remboursement. C'est discuter au cas par cas et se mettre d'accord entre le bailleur public et l'entreprise d'un nouvel échéancier de remboursement qui décale les sommes à engager de l'entreprise dans le temps. C'est pas une annulation des loyers qui a été
discuter, c'est vraiment un report et la discussion donc, voilà, d'un nouveau calendrier de remboursement. Sur les bailleurs privés, il n'y a pas… c'est une sensibilisation qui a été faite des acteurs, mais le bailleur privé peut décider, prend sa décision ensuite. Donc, il y a pas, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas d'obligation dans le cas général pour le bailleur privé. Très bien, merci Jean-Baptiste. La réponse est claire, hein. Donc, pour résumer, il n'y a pas d'obligation de bailleur privé de suspendre ou de reporter. C'est le bailleur public qui va, je dirais, reporter la créance et non pas l'annuler, hein, si j'ai bien résumé. Il faut que l'entreprise prenne contact avec son bailleur, c'est pas forcément automatique, pour discuter un nouvel échéancier. Donc, l'entreprise prend contact avec son bailleur, qu'il soit public ou privé. Pour les bailleurs publics, les différentes fédérations de bailleurs ont demandé à leurs différents adhérents de mettre en place les échéanciers de remboursement. Pour les bailleurs privés, on souhaite qu'ils fassent la même chose, mais bon, ça reste une décision de leur part. Et par contre, il y a pour les petites entreprises, donc celles qui sont éligibles au fonds de solidarité, comme je le disais tout à l'heure, elles ne peuvent pas se voir appliquer de pénalités en cas de non-paiement des loyers. Donc, pour les plus petites entreprises, il y a une protection supplémentaire. Merci Jean-Baptiste, c'est clair. Une autre question qui concerne également la première présentation. Dans vos infos, lien sur les masques, les solutions visières en complément et en substitution dans certains cas ne sont pas abordées. Avez-vous des compléments d'information complémentaires ou des liens? Donc, il y a les FFP2, on a les chirurgicaux. Donc, on disait qu'il y a les nouveaux types, genre tissus, lavables, etc. Et donc, les solutions visières, si tu as quelques informations. Alors, au tout départ, la plateforme, elle avait été créée pour les gels hydroalcooliques. À partir de la fin mars, elle a été élargie aux masques. Donc, les différents types de masques qui sont recensés, comme tu l'as dit, FFP et alternatifs. L'idée, c'est que cette plateforme, elle recense l'offre sur les différents besoins. Donc, les visières, elles auront, par exemple, tout à fait leur place. Mais je ne sais pas dire aujourd'hui si il y a déjà des offreurs qui se sont inscrits sur ce sujet ou déjà des clients qui font part d'une demande. Mais c'est tout à fait possible de le mettre sur la plateforme. Je ne sais pas si elle est déjà utilisée pour ça, mais l'idée, c'est de généraliser la plateforme sur tout besoin de protection lié à l'épidémie. Les visières, les blouses auront leur place sur cette plateforme. Mais elle s'est d'abord créée sur les sujets gel et masques. Merci Jean-Baptiste. Question suivante. Les entreprises touchent-elles réellement les 1 500 €? Je pense que c'est du Fonds national de solidarité ou c'est juste un montant plafond? C'est-à-dire les 1 500 € mensuels, voilà, je dirais c'est la somme ou c'est un plafond suite à un calcul? Effectivement, les 1 500 €, c'est un maximum. Sinon, c'est la perte de chiffre d'affaires qui est remboursée. C'est la perte de chiffre d'affaires plafonnée à 1 500 €. Très bien, merci. Une autre question, les associations sont-elles concernées par le Fonds régional de solidarité, puis également par les autres aides, genre le PGE, etc. Alors, pour le Fonds de solidarité, les associations sont éligibles. Le Fonds de solidarité, les critères d'éligibilité ne portent pas sur le statut, ça porte sur les effectifs, donc moins de 10 salariés, le chiffre d'affaires, moins d'1 million d'euros sur un an, et le bénéfice imposable, moins de 60 000 €. Mais sinon, sociétés, entrepreneurs individuels, associations, micro-entrepreneurs sont éligibles. Et pour le PGE, par exemple, ou les autres aides? Alors,
Ouais. Pour l'activité partielle, s'il y a des salariés dans l'association, ils seront éligibles. Pour PGE, je laisse BPI répondre. Pour le PGE, en effet, les associations sont éligibles aussi. D'accord, donc globalement éligible à l'ensemble des systèmes de soutien. Point suivant, alors on me posait des questions pour les commerçants. Est-ce que la reconnaissance état de catastrophe naturelle pourrait être effectuée? Donc ça, c'est au niveau de l'État. Alors, il n'y a pas de reconnaissance catastrophe naturelle pour le moment. Il y a eu des discussions avec les assureurs pour mettre en place de nouveaux produits d'assurance qui pourraient couvrir ce type de situation. Les assureurs ont participé financièrement au fonds de solidarité, mais il n'y a pas de... La catastrophe naturelle ne peut pas être utilisée dans ce cas-là. Très bien, merci. Le fonds de garantie sera-t-il prolongé en prenant comme mois de référence le mois d'avril? C'est envisagé. L'idée, c'est d'avoir un revenu mensuel minimal pour les petites entreprises. Donc, l'idée, il y a des discussions pour reconduire le fonds. Ça n'a pas encore été annoncé formellement, mais c'est possible que je parle du fonds de solidarité, hein, que le fonds de solidarité soit reconduit. Mais on attend les modalités. On va voir également comment ça s'est passé sur la première vague de mars. Donc, sur les modalités, je préfère être prudent. On n'a pas encore les détails, mais c'est envisagé. D'accord. C'est vrai que dans la question, c'est le fonds de garantie qui est un mélange entre le fonds de solidarité et le prêt garanti. Alors, je ne sais pas trop si c'était bien le fonds de solidarité qui était question ou le PGE. Un financement innovation peut-il être adossé à un crédit bancaire Covid type PGE? Ça, c'est pour BPI. Alors, oui, rien au contraire, c'est dans nos présentations une recherche du partenariat bancaire qui intéresse tant l'entreprise de mixer ses partenaires, tant les différents partenaires bancaires de s'adosser les uns aux autres. C'est totalement possible. Néanmoins, attention pour le PSI, je reviens là-dessus, parce que nous nous adossons à la garantie d'État, ou PGE, et donc le montant prêté par BPI France dans ce cas doit aussi prendre en compte le montant du prêt bancaire qui sera garanti par la garantie d'État. Donc dans l'ensemble, la garantie d'État ne peut pas dépasser les deux plafonds que sont 25% du chiffre d'affaires ou 2 fois la masse salariale, que ce soit un prêt de BPI France ou de la banque, tout cela conjointement dans la même limite. Mais pour répondre directement à la question, non, au contraire, on vous encourage même à mixer vos partenaires bancaires. Merci. Une autre question concernant la BPI. Donc maintenant, on est passé plutôt dans le financement. La BPI peut-elle cofinancer une entreprise qui bénéficie d'un financement bancaire garanti par la BPI? Oui, alors une intervention garantie ne bloque pas pour intervenir directement en financement. Ça, c'est une règle même sur nos autres dispositifs. Alors là, financement bancaire garanti par la BPI. Pour rappel, donc le PGE donc bénéficie du coup d'une garantie d'État. Et donc BPI est juste opérateur sur le produit. Mais sinon, pour nos autres, si c'est un financement en effet qui a été garanti sur nos autres fonds, notamment dans le cadre de la création, de la transmission, du développement, bien sûr qu'on peut aussi intervenir aux côtés en financement direct. Merci. Là-dessus, on avait une autre question qui était, donc je connais la réponse, mais c'est bien de la partager, qui était déjà posée lors des questions à l'inscription. Est-ce que j'ai une banque qui ne veut pas me faire un prêt? Est-ce que la BPI peut faire ce prêt-là? Alors après, ça reste du cas par cas. Donc très clairement, faut avoir les éléments sous les yeux pour qu'on puisse nous se positionner. Dans des cas, on peut intervenir éventuellement seul pour des problèmes de délai, mais très clairement, on recherche en priorité quand même un cofinancement. Mais très clairement, c'est assez difficile en fait de se positionner sans avoir les chiffres sous les yeux. J'ajoute, pour ces questions-là, la première réaction, c'est peut-être de solliciter la médiation du crédit.
pour trouver une solution avec cette banque. Encore une fois, obtenir une attestation de garantie d'État, c'est immédiat, donc c'est la réponse, selon nous, la plus rapide à disposition de l'entreprise. Au cas par cas, ce que disait Quentin, c'est qu'on peut émettre une réponse, mais sous réserve d'avoir les éléments financiers de l'entreprise. Et donc là, je refais le lien avec le lien de dépôt des documents prêt-croissance-tpe.normandie.fr qui permet de collecter toutes les demandes. Merci. Le prêt garanti par l'État pour soutenir la trésorerie des entreprises au taux de 0,25% est-il renouvelable dans les mêmes conditions au bout de 12 mois? Alors, cette grille tarifaire est disponible en ligne. Aujourd'hui, on ne va pas préciser, donc ce ne seront pas les mêmes conditions de commission, donc de coût de la garantie en cas d'amortissement. Cet amortissement, il est assez bien précisé sur les fiches produits de l'État en fonction de la durée d'amortissement. Donc tout cela est prévu par l'État. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas répondre précisément à cette question? Parce que dans l'interprétation, il ne faut pas oublier qu'il y a ajouté à ce coût, que je rappelle qui est prélevé, impacté en une fois, ce n'est pas un taux d'intérêt. Il faut rajouter aussi le coût du crédit, qui sera le coût du crédit donné par la banque, le taux d'intérêt donné par la banque au moment de l'amortissement. Donc aujourd'hui, on ne préfère pas donner de chiffres qui sont pourtant bien communiqués sur le site du ministère, et pour vous répondre, on vous encourage à intervenir, mais on ne voudrait pas que dans ce webinaire, vous assimiliez à la fois le coût de la garantie d'État et à la fois le coût du crédit que la banque imposera à la restructuration du crédit. Très bien, c'est clair, merci. Merci pour cette précision. Pour la garantie d'État, pouvez-vous préciser ce qui est considéré comme une société innovante? Alors, il y a plusieurs critères en effet qui ont été listés, donc je vais vous les citer. Alors, premièrement, donc l'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des 5 dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Donc cette liste-là, on pourra éventuellement vous la retransmettre. Deuxième point, le capital de l'entreprise est pour partie détenu par une personne morale ou un fonds d'investissement alternatif ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes et dont les titres ne sont pas cotés. Donc c'est pareil, donc la liste de ces personnes morales est accessible. Et enfin, donc l'entreprise est ou a été accompagnée au cours des 5 dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes. Donc voilà en gros les critères retenus pour déterminer une société innovante. J'ajoute que cela vient de la FAQ disponible sur le ministère. Donc vous faites FAQ PGE ministère en mots-clés sur Google, vous retomberez exactement sur cette définition, c'est page 7, et vous trouverez peut-être d'autres réponses d'ailleurs à vos questions dans cette FAQ qui est très bien faite. Merci beaucoup pour cette précision, cette réponse bien détaillée. Pour les sociétés qui ont fait un déficit l'an passé et qui donc se voient refuser un prêt de trésorerie, comment cela se passe-t-il? Donc c'est pareil, ça reste du cas par cas, il faut qu'on puisse voir en effet les éléments. Après, comme a dit Félix tout à l'heure, voilà, s'il y a un refus de la part du partenaire bancaire, la solution c'est en effet de contacter la médiation du crédit. Voilà. Très bien, merci. Peut-on avoir plus d'informations pour l'export assurance caution export et garantie de préfinancement? Alors là, c'est précis. Ouais, c'est précis. On peut avoir, nous, en effet, certaines informations qu'on n'a pas à disposition là. On a une personne, en effet, qui s'appelle Guillaume Emery, qui est basé à Caen, et Émilie Délin, qui est basée à Rouen, qui s'occupent, en effet, qui sont chargés d'affaires internationaux et qui sont spécialisés dans ces questions-là. Éventuellement, on prendra vos coordonnées pour qu'ils puissent vous recontacter. Et effectivement, il y a des choses qui ont été mises en place sur l'export avec des garanties qui ont été renforcées sur les assurances export et des assurances prospection qui ont été prolongées. Donc, il y a différentes mesures qui ont été mises en place sur l'export. Je n'ai pas le détail non plus, mais bon. Ouais, tout à fait, c'est ça, exactement. Merci.
La distribution de dividendes est prohibée. En revanche, qu'en est-il pour les entreprises qui doivent remonter des dividendes pour rembourser ses dettes, pour un achat d'entreprise dont l'emprunt a été contacté par la holding, par exemple? Alors clairement, là je vois la question qui est effectivement très pertinente. Attention, là on tombe typiquement dans un petit effet d'infox, c'est-à-dire beaucoup d'informations notamment relayées par les médias. Et pour l'anecdote, j'étais devant peut-être le même journal que Monsieur Roger qui communiquait ces infos. Bien sûr qu'une dette senior doit être servie pour ne pas faire couler tout un groupe, un holding qui a réalisé une croissance externe, qui a réalisé une reprise de titres. Ce versement, cette distribution de dividendes, elle est surtout destinée aux grandes entreprises ou à l'enrichissement personnel des actionnaires. Mais dans cette crise, l'essentiel, vous comprendrez, c'est de continuer de faire tourner l'économie dans la mesure du possible concernant les LBO, donc les rachats de titres et remontées de dividendes qui permettent de rembourser ces prêts. Vous pouvez peut-être demander un rééchelonnement du crédit auprès de votre banque. Sachez que si ce crédit a d'ailleurs été garanti par BPIFrance, nous accepterons automatiquement, la banque connaît le process, le report également de cette garantie jusqu'à 6 mois, c'est automatique, c'est fait informatiquement. Donc ce sont voilà, 2 réponses. Bien sûr qu'il faut servir une dette senior quand il y a un enjeu économique d'un groupe de sociétés, peu importe sa taille là-dessus. Et donc, je répète, l'idée c'est de prohiber l'enrichissement d'actionnaires et des grandes entreprises. Et secondo, n'oubliez pas néanmoins de solliciter votre banque pour obtenir un réaménagement, que cela ait été un prêt garanti par BPIFrance ou non. Très bien, merci. Donc là, vous avez répondu aux 2 dernières questions en même temps, je crois. Je vais reprendre les 2-3 dernières questions qui restaient dans les questions lors des inscriptions, qui sont intéressantes et qui n'ont pas été évoquées. Les importateurs et les exportateurs qui travaillent avec la Chine sont impactés depuis janvier à cause du virus en Chine, puis en mars en Europe, soit 4 mois bientôt de perte d'activité. L'ensemble des dispositifs de soutien ne semble pas prendre en compte le ralentissement de janvier et février. Qu'en est-il concrètement? Alors, pour l'activité partielle, le dispositif était déjà activable en début d'année pour ces raisons-là. Donc, ça ne change pas, il n'y a pas de différence par rapport à ce qui est mis en place actuellement pour l'activité partielle. Alors, il n'y avait pas les mêmes montants mis en place à l'époque, mais les critères sont tout à fait les mêmes. D'accord. Donc, ok, donc c'est une situation passée. Là, si c'était en janvier-février, certains y ont recours en début d'année. Là, l'activité partielle ne peut pas être activée par rapport à ce qui s'est passé en janvier-février, mais elle était activable à l'époque. D'accord. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a des précisions dans la question, par rapport à certaines mesures spécifiques. Mais en tout cas, s'il y a de nouveaux problèmes d'approvisionnement à l'importation, c'est un motif de recours à l'activité partielle. D'accord. Je pense que le point global, c'était de dire que l'impact n'est pas qu'un impact au mois de mars avec les mesures de confinement et d'arrêt d'activité, mais c'est que l'impact avait démarré déjà depuis janvier avec les ruptures d'approvisionnement de Chine qui était confinée et en arrêt total d'activité. Mais tu as bien répondu, je pense. Autre question, quel type de formations sont éligibles au dispositif FNE Formation? Cas d'une formation externe en e-learning contractualisée juste avant la mise en place de l'activité partielle, mais se déroulant pendant l'activité partielle. Cas d'une formation pouvant être proposée en e-learning à un service complet en télétravail. Donc, donc il y a 2 questions. Ouais. Là, je ne suis pas spécialiste des critères d'éligibilité au FNE. Il faut que je demande à mes collègues formation. Très bien, merci.
Et puis la dernière question que l'on va prendre, hein, il y en a une nouvelle qui est arrivée, donc allez, on va dire avant-dernière question. Je suis indépendante, j'ai démarré mon activité le 27 janvier 2020. Suite aux prospections, je devais démarrer une mission en avril qui est reportée. Je n'ai pas de chiffre d'affaires, mais mes charges tombent sans rentrée d'argent, comment la région, la Directe et puis BPI peuvent m'aider. Voilà, c'est globalement une nouvelle activité, donc sans chiffre d'affaires, donc sans historique comptable et financier, mais avec une activité, donc avec des charges qui ont démarré. Donc, quand on regarde quelques critères, ça ne rentre pas dans les critères. En fait, c'est difficile pour effectivement d'évaluer le montant a priori pour une demande de garantie d'État auprès de sa banque. En réalité, pour ces cas de figure-là, notamment les sociétés créées tout récemment, il est possible, auprès de sa banque et puis avec un document comptable, si on l'obtient, mais une estimation faite personnellement devrait suffire, de proratiser les charges de sa propre masse salariale sur les 12 premiers mois d'activité. Encore une fois, quand l'entreprise a été créée notamment au cours de l'année 2020, et de faire une demande de prêt garantie par l'État auprès de sa banque. Encore, la réponse qu'on peut en synthèse vous donner, c'est renseignez-vous auprès de la banque. Du point de vue de la garantie d'État, même si les textes ne le précisent pas, il y a bien sûr des solutions de repli là-dessus. Très bien, merci. Donc là, ce sont les deux dernières questions. Pour un prêt BPI France à l'occasion d'un rachat d'entreprise et dont le remboursement ne commencera qu'en octobre, est-il possible de demander un report de début de remboursement? Ouais, c'est pareil, il faudra regarder le dossier précisément. Donc, si on est intervenu lors d'un rachat, ça doit être avec un contrat de développement transmission. Donc, en effet, qui bénéficie déjà d'un différé de remboursement de 2 ans. Donc après, bien sûr, si la société est en difficulté et n'aura pas la possibilité de commencer à rembourser en octobre, ben, il faudra demander en effet un réménagement. Donc, mais bon, là, c'est du cas par cas. Donc, sinon, je vous invite à nous contacter directement pour qu'on puisse regarder ça. Merci. Et dernière question pour l'AD Normandie, donc pour Alexandre. Quand pourrons-nous connaître les modalités de la nouvelle formule impulsion-résistance? Alors, les modalités de la nouvelle formule impulsion-résistance sont en finalisation et en cours de discussion avec les EPCI. Ce que je peux vous dire, en tout cas pour le moment, c'est que l'ensemble des entreprises de 0 à 10 salariés seront pris en compte dans cette impulsion-résistance sous forme de subvention. En fonction du segment, on va dire 0, 1, 2 qui correspond à artisans, commerçants, indépendants, on sera sur une base forfaitaire d'un montant de subvention, et au-delà de 3 compris, jusqu'à 10, on sera sur une subvention liée au nombre de TP, avec des critères qui feront en sorte de prendre en compte ceux qui ont été un peu oubliés dans les dispositifs précédents. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, il est 11h30, je pense nous allons clore ce webinaire. Donc, tout d'abord, je remercie tous les participants. Hein. Donc, nous étions 150 en ligne, donc ce qui est une bonne opportunité de pouvoir parler les porteurs de solutions avec directement les entreprises et les préoccupations de terrain. Merci beaucoup à Félix, merci beaucoup à Quentin, merci beaucoup à Jean-Baptiste et Alexandre pour leur intervention qui ont été, je pense, très claires. Et j'espère que ça a bien répondu aux demandes. Vous retrouverez ce replay sur notre site du pôle Moveo. Vous retrouverez également les présentations qu'on va récupérer des différents intervenants pour que vous puissiez les voir. Et puis, nous avons également une page avec l'ensemble des liens vers les différents questions-réponses, les différents documents dont on vous en a parlé, hein, les questions-réponses sur tout ce qui est l'aspect social et organisation de travail, tout ce qui est financier, etc., avec les sites de BPI, de la Directe ou de la région AD Normandie. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et donc, encore merci à vous tous. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, restez confinés ou utilisez bien les systèmes de protection si vous êtes en activité. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.